il est temps de vous présenter mes premières lectures de 2024. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui sera sur les premiers livres que j'ai lus en cette année 2024. Alors je vais vous parler à peu près de 5 livres et il y aura un deuxième point lecture courant février pour vous parler des 5 à 6 autres livres que j'ai lus ce mois-ci. On est sur un petit mois de lecture, mais il faut dire que j'ai un petit peu du mal à trouver du temps à me poser pour lire et il va falloir absolument que je rectifie ça très vite pour pouvoir reprendre mon rythme habituel. Attention, si vous lisez moins que moi, ce n'est absolument pas grave. Je compare mon rythme à moi-même, à mon rythme habituel. Je sais très bien qu'il y en a qui lisent qu'un ou deux livres par mois et c'est totalement ok. Le principal, c'est d'être en accord avec soi-même et de prendre du plaisir, qu'importe le style de nos lectures. Je commence cette vidéo avec une romance de Noël, Oh My God Noël, un chalet et mon ex de Natacha Pilorge, qui est une autrice que j'avais découvert avec Romantic Call que j'avais adoré. Dans cette histoire, on va y suivre Caroline, une jeune femme qui a été blessée par une rupture et elle a absolument pas envie d'aller à la réunion des anciens élèves de sa promotion lorsqu'elle était au lycée ou à la fac, je ne sais plus exactement. Et donc sa sœur va lui dire pap, ma cocotte, bouge-toi le derge, tu vas y aller. Donc elles vont y aller et là-bas elle va retrouver Pablo, le premier amour qu'elle a eu. Mais il faut savoir que la rupture ne s'est pas forcément très bien passée. Pablo avant avait très mal agi envers Caroline, sauf qu'aujourd'hui sa vie a totalement changé. Il est papa d'une petite fille et sa femme est décédée. Il essaie de refaire tant bien que mal sa vie, mais étant donné que il y a sa petite fille et que forcément c'est tout pour lui, sa vie personnelle va totalement passer au second plan. Il va donc profiter que sa maman garde sa fille pour pouvoir essayer de renouer des liens avec ses anciens amis et surtout peut-être reconquérir le cœur de notre chère Caroline, tout en essayant de se faire pardonner des affres du passé. Cette lecture, je m'attendais à ce que y ait un ou deux chapitres qui concernent les retrouvailles dans le chalet pendant les vacances entre nos anciens amis et nos héros, mais ce n'a pas du tout été le cas. C'était bien 2/3 du roman et de ce fait j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs installées suite à cela. Si on enlève ceci, j'ai trouvé ce roman absolument cocooning et bienveillant. Et c'est quelque chose qui est très agréable, surtout quand on veut lire quelque chose de noëlesque. La romance, pour moi, elle peut se lire vraiment à toute période de l'année, puisque le côté Noël, il est vraiment peu présent dans l'histoire, il est évoqué, mais on n'a pas tout un flanc qui est fait sur les fêtes de fin d'année. Et donc, si vous n'êtes pas fan des romances de Noël, il y a beau avoir le mot Noël dans le titre, je pense que vous pouvez le lire en été, en hiver, en automne, au printemps, en fait, quand vous en avez envie. D'ailleurs, êtes-vous team je lis des romances de Noël toute l'année ou seulement à l'approche des fêtes de fin d'année? J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui apporte un lien avec les thématiques abordées du roman qui vont mettre en avant le relationnel entre les personnages, mais aussi la psychologie, parce qu'on a une petite thématique de retrouvailles, mais on a aussi vraiment le petit côté parents célibataires, l'inquiétude que l'on s'en fait, les difficultés que l'on peut avoir quand on est seul avec un enfant en bas âge. On a aussi tout ce qui touche aux secondes chances et on a cette petite atmosphère de vacances qui est très sympathique. J'ai adoré particulièrement la relation qu'a Pablo avec sa fille Julia. La relation entre Pablo et Julia était pour moi vraiment très émouvante et j'ai vraiment un faible dans les histoires quand il y a un petit papa célibataire, prévenant, enfin voilà, je trouve ça vraiment trop cute. J'ai aussi adoré la fin de cette histoire qui, je me rappelle, j'étais en live Twitch au moment où j'ai lu les dernières pages et j'ai senti le sourire se former jusqu'à mes oreilles tellement c'était mignon. Toutefois, il y a quand même des points faibles dans ce livre, notamment la typographie du texte qui est
archi minuscule et il faut vraiment avoir de bons yeux. C'est pas très agréable à la lecture. D'ailleurs, j'en ai discuté avec l'autrice Natacha Pilorge qui m'a dit que j'étais pas la première à lui avoir fait la réflexion, qu'elle se l'était faite aussi. Et donc, elle l'a fait remonter à la maison d'édition. Et apparemment, il y a eu quelques petits couacs au niveau du bon à tirer sur la police d'écriture et sur la couverture. C'était absolument pas comme il l'avait décidé de base, d'après ce que j'ai compris. Et pour moi, il y avait aussi quelques petites longueurs, comme je vous l'ai dit au début, parce que je trouve que la partie retrouvaille est un chouïa longue et j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus courte pour laisser plus de place à l'après. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de strictement personnel. Je m'attendais à un peu plus de développement en dehors de ces vacances de fin d'année. Mais c'est une romance vraiment mignonne qui met le sourire, qui vous emporte dans une bulle de bien-être et rien que pour cela, je ne peux que vous la conseiller. Il est temps de passer à un gros coup de cœur. Il s'agit de Beautiful Sinner de Anita Riggins que j'ai reçu en service de presse de la part des maisons d'édition Addictive. Alors ici, vous allez être plongé en plein cœur de la Colombie. À 18 ans, on va y suivre Eden, une jeune femme qui a pas forcément peur des monstres étant donné qu'elle a vécu dans un milieu très très sombre, son père étant, on peut dire, un chef de cartel, et celui-ci a pris sous son aile le jeune Alan. Alan a été éduqué pour tuer, a été éduqué pour reprendre la tête des cartels. Et bien entendu, le père de notre héroïne ne veut pas que Alan soit l'homme à laquelle sa fille est rattachée. Non, il veut absolument pas ça. Toutefois, c'est envers Alan qui va confier une certaine surveillance de celle-ci. Eden va bien entendu développer des sentiments pour Alan, mais cela causera sa perte. Elle va donc fuir, mais sa fuite ne pourra pas rester vaine très longtemps. On va venir la chercher, il va falloir qu'elle retourne chez elle pour affronter des choses encore plus difficiles qu'il n'y paraît. Elle va être embrigadée dans quelque chose de très très noir et elle devra cohabiter de nouveau avec Alan. C'est un résumé assez mystérieux que je vous en fais, mais j'ai pas envie de vous détailler ce livre parce qu'il est addictif. Il est prenant. La romance, elle est intense. Les personnages, ils ont beaucoup de caractère. Et je trouve que ce récit est vraiment rythmé à la perfection. Il y a un équilibre entre la description, entre les dialogues. Enfin, j'ai adoré quand j'ai commencé la lecture, mais je ne pouvais plus lâcher ce livre. J'ai été prise dans une frénésie. On est dans une romance sombre, par contre, avec énormément de trigger warning. Vous êtes dans un récit vraiment pour public averti. On parle de choses liées au trafic d'armes, trafic de drogue, à la famille. Il y a beaucoup de suspense. On a une romance très sombre. Voilà. Ce n'est absolument pas pour tout le monde, mais moi j'ai vraiment pris mon pied en le lisant clairement. J'ai vraiment été obsédée par cette histoire. On a une romance dite interdite et je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé les romances interdites. C'est peut-être ma petite âme de diablotine qui veut ça. On a une psychologie au niveau des personnages qui, je trouve, est bien affûtée. J'ai réussi à vraiment comprendre les enjeux liés à ce qu'ils vivaient, à ce qu'ils pensaient. On a une opposition entre la lumière et les ténèbres, avec plein de choses qui vont faire que les personnages vont se nuancer et des zones de gris vont se creuser entre eux. Enfin, mes métaphores sont nulles à chier, on est d'accord, hein. Mais bref, j'ai été tenue en haleine. Il y a aussi beaucoup de suspense. La fin m'a vraiment laissé sur le popotin. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2024 et je vous garantis qu'il en vaut vraiment le coup. C'est une pépite. Une petite pépite que je vous conjure de découvrir. En plus, il y a quelque chose qui est assez bien, c'est qu'on comprend vraiment les personnages puisqu'on les suit à diverses périodes de leur vie. C'est-à-dire qu'on les suit petits, après on a aperçu de ados et après on a un aperçu de adultes. Donc voilà, on a vraiment une montée en puissance de leur vie, de la façon dont évolue leur caractère et je trouve que c'est vraiment bien fait.
On part sur une lecture mitigée. Je sais que ça a été une lecture qui a été très sympathique pour beaucoup. Mais pour moi, c'était un petit peu trop young adulte. Et ça n'est absolument pas à connotation négative. C'est juste que j'ai de plus en plus de mal avec ce style littéraire. Donc il faut vraiment que ce soit du young adulte très développé pour que ça matche avec moi, ou du young adulte qui entraîne chez moi une certaine surprise. Donc je vous parle des Trônes Trahis de Nesrine Amari, publié aux éditions Stardust. Et plus je pense à cette maison d'édition et plus je me dis qu'en fait elle n'est pas faite pour moi, bien que j'ai un titre dans ma pile à lire que j'aimerais absolument découvrir, et on verra si c'est le titre qui fait exception à la. Donc ici vous êtes dans le royaume de Cydia. Le couple royal a été tué et la magie s'affaiblit. Les terres deviennent de plus en plus difficiles à cultiver. C'est là que la princesse Phoebe Halcyon va devoir prendre les choses en main pour pouvoir sauver son peuple. Et donc elle se dit, c'est une bonne idée de m'incruster sous une fausse identité dans le royaume de Kilian et de séduire le prince Emrys, qui est l'héritier du trône, mais aussi qui est celui qui a commandité le meurtre du couple royal. Elle va devoir participer à des bals et tout faire pour conquérir le cœur du prince sans se faire prendre à son propre jeu. Chose qui est inévitable, soyons réalistes. Donc on est vraiment sur une romantaisie de tout ce qu'il y a de plus classique, chose qui est vue et revue, chose qui ne me dérange absolument pas puisque les clichés en général, j'aime assez ça, faut être honnête. Mais pour moi, il manquait de description, je ne me représentais pas l'univers, le suspense, non. J'ai deviné plein de choses, Le côté young adulte, comme je vous ai dit, c'est plus trop pour moi. Et la romance, j'ai absolument pas ressenti, vous savez, cette petite attraction entre les personnages, celle qui me fait vibrer, celle qui généralement fait que je n'arrive pas à lâcher le livre parce que j'ai envie de les voir passer un certain cap là. Enfin voilà, bref, je suis encore une fois en train de m'emballer, mais il me manquait ce petit quelque chose, cette petite étincelle, vous voyez, qui fait que ça explose entre les personnages. Et là, clairement, c'était pas ça. Alors après, Phoebe, c'est un personnage que j'ai malgré tout bien aimé. On voit que c'est une princesse qui aime son peuple, qui aime sa famille et qui ferait vraiment tout pour les gens auxquels elle tient. Pour moi, c'est également une parfaite comédienne et elle a aussi quand même pas mal de capacités de réflexion, de remise en question, et je dois dire que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup envers les personnages. Emrys, lui, j'ai beaucoup aimé ses pensées, ses dilemmes. On sent que son rôle au sein de son royaume est très compliqué et que il peut vite être éjecté de là où il est. Le récit en soi, il est assez immersif, on a deux points de vue. J'ai lu ce livre à moitié en numérique, à moitié en audio. Et l'audio m'a assez perturbée parce que pour ceux qui ont lu la saga d'Oren, c'est la même voix que un des personnages masculins. Je ne dis pas lequel parce que je ne veux absolument pas vous spoiler si vous n'avez pas du tout lu cette saga. Mais quand vous avez entendu certaines scènes avec la voix de ce narrateur et que vous écoutez ce narrateur dans un cadre beaucoup plus soft, ça vous fait assez bizarre, croyez-moi. Et donc dans ma tête, j'ai fait quelques petites amalgames. Après, j'ai trouvé qu'on est quand même dans une intrigue, même si c'est du young adulte, avec tout ce qui touche à la royauté, qui sont assez passionnantes parce que on voit vraiment les problématiques qu'il y a à la cour du roi Emrys et on voit à quel point son identité, la place qu'il a et les choix qu'il doit faire sont compliqués au quotidien. Un gros point fort également pour cette romantaisie young adulte, c'est que les chapitres sont courts et je dois dire que quand on doit mettre en pause sa lecture, c'est vraiment très pratique. Les dialogues entre les personnages, eux, ils sont assez intéressants. Ce petit côté infiltration et secret, je dois dire que c'était divertissant. Et les personnages secondaires ont vraiment une grande importance dans cette histoire. Voilà, je vous ai un petit peu cité ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans cette lecture. Je pense que cette histoire a énormément de potentiel et
et avec un peu plus de piquant entre les personnages et un univers un petit peu plus descriptif, il aurait pu me plaire. Je vais vous parler d'une très bonne lecture. Il s'agit du sang et de l'acier de Helen Shower, publié par les éditions Corrigan. Regardez-moi cet objet livre absolument magnifique, je craque totalement. Alors ici on est dans un univers de fantasy assez introductif, avec un univers qui n'est pas toutefois très développé pour le moment, mais je sens qu'il y a énormément de potentiel pour la suite. On va y suivre Althea, une jeune femme qui a une prophétie. On lui dit qu'elle doit mourir pour l'âge de 27 ans. Elle est décidée à vivre sa vie à fond et ne pas se laisser dicter ses choix par cette vilaine prophétie. Son rêve a toujours été de devenir une guerrière de Tezmar. Sauf que avant, s'il y avait des guerrières, aujourd'hui les femmes ne sont plus du tout acceptées pour ce rôle. Et à la base, c'est une alchimiste, mais elle va défier le destin pour pouvoir prendre une lame, se battre et protéger les terres du milieu des monstres qui se libéreraient du voile. Mais pour faire sa place, elle va devoir entamer un long voyage et dans ce voyage, il y aura Wilder Hawthorne. Et celui-ci n'est pas forcément partisan d'avoir Althea avec lui, mais il va être encore plus compliqué pour lui de devoir l'accepter au sein de son unité et de la côtoyer parmi les apprentis. Ici, on est dans une romantaisie que je dois dire addictive. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à lâcher ce récit. J'aime beaucoup les thématiques qui touchent au destin, aux prophéties, aux amours impossibles, à l'apprentissage. J'ai adoré les personnages. Clairement, Althea, c'est une héroïne badass, c'est l'héroïne qui est ingénieuse, une héroïne qui se laisse pas faire et qui va se battre pour ses rêves et rien que pour ça, elle force l'admiration. Wilder Hawthorne, c'est un petit peu le mec un peu ronchon, le mec assez sûr de lui mais qui se veut aussi protecteur, qui est assez touchant. Et on va rencontrer d'autres personnages qui vont faire partie des porte-boucliers qui seront intéressants à suivre. Enfin pour certains, parce qu'il y en a d'autres que j'aime pas du tout. Mais bon, je vais pas me développer sur les personnages secondaires. Sinon, le point lecture n'en finira plus. Pour moi, ce livre, il transpire le féminisme. C'est quelque chose que j'ai adoré. Et c'est véhiculé notamment par la combativité de Théa, par ses choix et par le fait qu'elle va leur démontrer qu'une femme, peut avoir beaucoup de potentiel. L'univers, lui, je l'ai trouvé très introductif. Mais malgré qu'il soit introductif, si des fois le manque de description peut me gêner, ici, ça n'a pas été le cas parce que je sens que on va apprendre des choses au fur et à mesure du développement des personnages, que ce tome là est là pour poser des bases et j'ai trouvé le tout quand même addictif, même si je vous avoue que le petit côté terre du milieu m'a fait penser au Seigneur des Anneaux. J'ai aimé l'aspect guilde, puisque que ce soit les alchimistes, que ce soit les guerriers, ils font partie d'une guilde et cette guilde, on va apprendre son fonctionnement au sein des différents royaumes. On va y suivre dans cette guilde les apprentissages des porte-boucliers. On va découvrir un petit peu plusieurs corps de métier et on va apprendre aussi comment sont nées certaines légendes au sein de la guilde de Tezmar et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis vous le savez que j'aime beaucoup les guildes. On voit ma saga préférée juste derrière moi. Il n'est jamais trop tard pour refaire un petit peu de propagande. J'ai adoré la tension entre les personnages. Je vous disais dans ma lecture précédente, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé, qu'il n'y avait pas cette tension. Ici, je l'ai reçue. Il y avait beaucoup de dialogues piquants. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'univers, j'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que entre les différentes cours, le voile, les monstres et tout, je pense qu'il y a vraiment potentiel de faire un truc de dingue. Après, si je dois reprocher un petit truc à ce tome, c'est pour moi son côté assez prévisible parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se devinent, beaucoup d'indices et je vous avoue que je ne suis pas contre un petit peu de surprise de temps en temps, mais j'ai toutefois très hâte de pouvoir découvrir la suite. À présent, arrêtez tout, il faut absolument que je vous parle de Un connard diablement séduisant de R.S. Grey que j'ai lu sur l'application Nextory, qui est une comédie romantique mais qui m'a mis dans tous mes états et qui m'a fait énormément rire.
Alors, on y suit Meredith, une jeune femme, bon, elle est pleine de ressources, mais surtout, elle n'a jamais rien fait de sa vie. Elle avait un mari qui était assez dur avec elle, elle a été victime de maltraitance. Et donc, du jour au lendemain, elle dit, écoute, je me tire, je fais ma valise, je vais aller à l'aéroport, j'appelle ma sœur avec qui j'ai jamais de contact. Écoute, grande sœur, je vais quitter mon mari. Il faut absolument que tu m'héberges parce que là, je suis à l'aéroport et je suis à la rue. Sa sœur, elle est en mode, mais non, je peux pas t'accueillir chez moi. Là, je suis à Paris. Comment ça se passe? Ouais, mais tu peux pas me laisser comme ça. Je suis à la rue, je peux absolument pas retourner chez toi. Oh, écoute, Meredith, t'exagères un peu. Je suis sûre que t'exagères. C'était un homme bien et tout avec toi. Non, mais s'il te plaît, me laisse pas retourner chez toi. Tu peux peut-être me laisser arriver à la maison et tout ça. Promis, je m'en occuperai de la maison. Puis il faut que je trouve un travail. Bon, écoute, je peux pas te laisser à la maison parce qu'elle est en travaux et c'est pour ça que je suis en road trip. Mais par contre, je peux voir avec mon ancien patron, enfin mon patron actuel plutôt, et voir s'il a une petite place pour toi, si tu peux me remplacer ou autre. Donc, la sœur de Meredith, elle appelle son patron en lui disant, écoute, ma sœur, c'est une bimbo, clairement, elle a jamais rien fait de sa vie. Je suis sûre qu'elle est là pour un caprice, elle doit forcément exagérer. Écoute, tu veux bien lui laisser un travail? Il va lui laisser un travail, mais pas celui d'assistante administrative du ranch, mais plutôt celui de gouvernante de la maison dans laquelle il habite au sein de son ranch. Meredith va arriver chez Jack, elle arrive dans la grange, Jack est en pleine discussion avec ses employés et là elle exige son emploi, sauf que entre eux c'est tout de suite assez électrique, mais comme il a fait une promesse à son employé préféré, il va lui laisser une chance, mais il va tout faire pour que Meredith dégage. Sauf que Meredith, elle est pleine de ressources, elle est déterminée et elle va tout faire pour prouver qu'elle mérite cet emploi. On est dans une romance avec des situations cocasses de bout en bout qui m'ont fait exploser de rire. La plume addictive, immersive, double point de vue. J'avais tellement envie de secouer Jack en lui disant, écoute, tu me fais rire, mais arrête de croire tout ce qu'on te dit, fais-toi ta propre opinion, mec. Voilà, c'était un petit peu ça. La grand-mère de Jack avec qui lui édite une pépite, cette femme. Oh, meilleur perso de l'histoire. Je peux pas vous raconter ce qu'elle fait. Je vous laisserai le découvrir, mais c'est à mourir de rire, clairement. On a un trope enemies to lovers, boss employé. Pour moi, c'est totalement le combo parfait. J'ai adoré les dialogues, ils sont piquants, il y a de la répartie, il y a de l'humour, on a un petit peu le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, vous voyez un petit peu le topo. La grand-mère, elle m'a mis en PLS, mais j'étais au bout de ma vie. Je riais, mais je riais toute seule. Les péripéties, ils sont drôles, il y a de la tension, incroyable quoi. Et la relation, on est dans du slow burn et j'adore ça clairement. Enfin, je vous dis relation slow burn, va falloir foncer, hein. Je peux pas faire mieux pour vous convaincre. Enfin bref, j'ai lu cette petite romance d'une traite. Il y a des choses qui sont un petit peu prévisibles, mais clairement ça ne m'a pas dérangé. Ça m'a mis énormément le sourire, ça m'a fait du bien au moral et ça se dévore d'une seule traite. Dernier livre de ce point lecture avec Fae de sel et de sang, le premier tome, La dernière couronne de Eulalie Lombard, que j'ai lu en audio malgré que j'ai la version collector dédicacée. Il s'agit d'une romance avec des faées dans laquelle vous allez suivre Nisalia. Elle est destinée à épouser le prince de son royaume et de devenir à son tour une reine. Sauf que si tout le monde est un peu frileux pour l'envoyer au front, et comme elle a une influence et comme elle s'entend très bien avec son père qui est un généraux, le roi et tout ça, ils vont accepter de la laisser faire, mais à condition qu'elle se mette pas en danger. Sauf que c'est mal connaître Nisalia, qui est une héroïne forte et indépendante. Elle ne voudra pas laisser ses troupes se sacrifier et lors d'une bataille, elle va être capturée et emmenée auprès de l'Empire et elle va être en quelque sorte aux petits soins du prince de sang. Sauf que elle ne l'aime pas, lui ne l'aime pas et si elle n'arrive pas à s'échapper, il va falloir absolument qu'elle ruse
pour y parvenir et sauver tous ceux qu'elle aime et surtout ne pas succomber au prince. Ok, on est dans un trope assez classique avec des failles, mais personnellement, moi j'adore ça. On a une narration qui est très immersive à la première personne, donc on est totalement embarqué avec Nysalia au cœur des intrigues de cour. On a un trope enemies to lovers, un slow burn. Voilà le combo parfait, hein. Moi j'aime les relations slow burn, de toute façon vous le savez, j'aime pas quand les personnages ils s'aiment tout de suite au premier regard, le coup de foudre c'est pas pour moi. On a un contexte qui toutefois manque un peu de substance, c'est-à-dire qu'on a des royaumes en guerre mais on ne comprend pas encore les tenants, les aboutissants, pourquoi ils sont en guerre, qu'est-ce que veut l'Empire, mais je suppose que comme est amené le récit, ce sont des éléments qu'on apprendra par la suite. La plume elle est rythmée. J'ai trouvé le tout addictif, j'ai pas ressenti de longueur, mais après tout il n'y a pas forcément énormément de descriptions non plus. On a beaucoup de dialogues et on a énormément d'action, donc ça c'est quelque chose que j'aime. L'intrigue, elle pique ma curiosité. Comme Nysalia, je me pose des questions sur le but de l'Empire et surtout sur le prince de sang, parce que si il fait peur à tout le monde, enfin il a quand même des côtés qui sont très intrigants. Et personnellement j'ai adoré les interactions de nos deux personnages principaux parce qu'elles sont piquantes comme j'aime et remplies de tension et je suis en mode slow burn intéressant, quand est-ce que vous allez vous sauter dessus, clairement. Après voilà, moi le gros point négatif c'est le manque de description, c'est le manque de détails sur l'univers. Pour moi on est sur une plume qui tire plus vers le young adulte que l'adulte, mais qui présage une belle saga. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous présenter les livres que j'ai lus, ou une partie plutôt des livres que j'ai lus en ce mois de janvier. N'hésitez pas à me parler de vos lectures en commentaire. Quelle a été votre meilleure lecture de janvier et quelle est la pire? Tiens, je suis curieuse, dites-moi tout. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre, vous savez, l'emoji des épées qui s'entrecroisent en commentaire. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de belles lectures et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!